Les banques et les gouvernements ont une vision différente du commun face aux crypto-monnaies. Bien que la technologie innovatrice du Bitcoin et de ses comparses est très alléchante, les banques voient d'un très mauvais œil cette incursion du Bitcoin dans l'économie de ses clients. Pour eux, du moins initialement, ils ont vu le Bitcoin comme une source de problèmes incommensurable. Une volatilité abusive, une perte de contrôle total sur une partie des avoirs de leurs clients et surtout une source de problèmes face à une perte majeure possible. Ce qui était qu'une gêne agressante se retrouve maintenant une zone d'ombre fiscale représentant aujourd'hui 1425 milliards de dollars canadiens ou 1140 milliards de dollars US. Pour les banques centraux, leur monnaie devient de plus en plus obsolète face à ce nouveau sursaut de la technologie. Pour le gouvernement, il s'agit d'une zone tellement nébuleuse qu'ils ne savent pas sur quel pied danser. La possibilité que l'économie des contribuables tombe en perte et que l'imposition soit drastiquement diminuée. Politiquement, ils ne doivent pas donner l'impression de brider technologiquement leurs contribuables, donc nous donnent quand même l'impression d'être ouverts. Mais qu'en est-il vraiment? Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les perceptions des banques et des gouvernements face aux crypto-monnaies et voir ensemble en détail pourquoi c'est un sujet si important et si miné pour eux. Ils nous mentent en rendant la crypto plus noire qu'elle ne l'est. Bien que mentir est toujours un tort, ont-ils si tort que ça? Quels sont les réels enjeux derrière la crypto? Qu'est-ce que notre appât du gain, autant pour les gouvernements, les banques que pour nous, peut nous pousser à faire pour nous protéger? Face aux gouvernements qui veulent garder le contrôle absolu sur toute chose, les banques centraux qui voient leur puissance économique être mise à mal par une entité invisible et impalpable, et le peuple qui voudrait avoir le pouvoir tout autant que le gouvernement. Où est le juste milieu dans tout ça? Devons-nous emmener le gouvernement dans une guerre de législation à pu finir? Ou devons-nous laisser le gouvernement nous mettre la corde au cou et nous brider encore une fois pour le bien commun? Ouais, mais t'as l'air à te prendre au sérieux aujourd'hui, Tipette. Les banques actuelles utilisent ce qu'on appelle des systèmes centralisés. Bien que redondant, la technologie des banques actuelles est vieillissante. La mentalité derrière cette technologie est même, dans certaines banques, pourrissante. Hey, sois poli. Les serveurs centraux sont piratables, bien que protégés, certes, mais la possibilité de le hacker est toujours là. Des systèmes surpatchés, lourds à entretenir, des systèmes qui sont fragilisés, ce qui nous donne la possibilité d'entrer de fausses transactions en autant que la personne ait assez de connaissances sur le système pour contourner les protections. Bref, des usines à gaz qui finissent par grossir en complexité et des codes spaghetti de plus en plus difficiles à entretenir pour les nouveaux développeurs qui ne sont pas
là depuis le début du système, comme moi. Dans un monde où le code source est complètement fermé et où des codes et des exécutions peuvent être dissimulés aux yeux de tous. Dans un monde où la virtualité de la valeur n'a pas de limite et peut donner lieu à de l'inflation. D'un autre côté, les cryptos amènent une solution simple, avec un registre public, mais quand même un minimum anonyme. Des applications à la fine pointe de la technologie, des échanges entre personnes faciles tout en conservant une sécurité sur leurs avoirs. Technologiquement parlant, la crypto-monnaie a été créée par les meilleurs informaticiens du monde, des informaticiens passionnés et qui croient en leur système. Dans un monde open source où malhonnêteté ou code parasitaire ne peut pas vivre car validé par le monde. Dans un monde où le nombre de jetons est limité à un nombre maximal et où une transaction ne peut être faite avec des jetons inexistants. Alex, c'est le tour à ta sœur. Et migre tranquillement mais sûrement sur des systèmes de chaînes de blocs. Mais ce qui fait la force du Bitcoin, c'est que le node de traitement des blocs de données n'est pas limité en quelques nodes dans des environnements fermés comme le préconisent les banques. Tous les gens qui ont un portefeuille portent le registre complet de ce dernier, ce qui fait que le piratage d'un portefeuille sera annulé par tous les autres. Dans un monde où on limite le nombre de nodes, par exemple, une banque peut se créer une blockchain privée de 50 nodes de traitement à travers le pays, ou même quelques pays pour valider les blocs. Il demeure pas moins que pirater 26 points de traitement, c'est beaucoup plus facile que pirater la moitié des portefeuilles de Bitcoin de la planète. Sans compter qu'une personne mal intentionnée pourrait simuler être une des 50 nodes en rendant cette node 25 fois plus puissante qu'une des nodes de la banque et faire passer ses transactions. Respire, tu vas trop vite là. Bref, on est dans la technique. Plus on limite le nombre de points de traitement, plus la blockchain ne sert à rien et devient un simple système traditionnel. La puissance réelle de la blockchain est là. Donc, la force réelle du Bitcoin demeure dans l'impossibilité et la précarité d'une tentative de hack sur un système aussi vaste. C'est comme essayer de détruire tous les souches du Covid à travers le monde en même temps. On voit bien que même ça, on a la misère à y arriver. Ouais, mais le gouvernement là-dedans, lui. Le gouvernement, on va en parler dans la partie 3. Et non seulement nous allons parler du gouvernement dans la partie 3, mais nous allons aussi avoir un invité. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine.